Aristote, Constitution d'Athènes, traduction par M. Aussoulier, directeur adjoint de l'École pratique des hautes études. Première partie, suite. Chapitre 13. État des parties après Solon. C'est donc pour les motifs exposés plus haut que Solon entreprit son voyage. Il partit laissant la cité troublée. Pendant 4 ans pourtant l'ordre fut maintenu. Mais, la 5e année après l'archontat de Solon, les Athéniens ne nommèrent point d'archonte, 590 ACN. Tant était grande l'agitation. 4 ans après, pour de semblables motifs, ils laissèrent encore la ville sans archonte, 586 ACN. 4 autres années après, Damasias fut élu, 582 ACN. Il exerça sa charge 2 ans et 2 mois, et en fut chassé par la force. On résolut alors, en raison de cet état de trouble, d'élire 10 archontes, pris 5 parmi les eupatrides, 3 parmi les cultivateurs et 2 parmi les artisans. Ce premier collège d'archontes fut au pouvoir pendant l'année qui suivit l'archontat de Damasias, 580 ACN. Voilà qui prouve que l'archonte avait alors le pouvoir le plus grand. C'est toujours pour cette magistrature que luttaient les partis. Quoi qu'il en soit, les Athéniens n'en continuaient pas moins à souffrir de ces maux intérieurs. Les uns donnaient pour raison première de leur mécontentement l'abolition des dettes qui les avaient ruinés. D'autres s'irritaient contre la Constitution qu'avait transformée une si grave révolution. Il en était, enfin, qui étaient excités les uns contre les autres par la jalousie. Il y avait alors 3 partis. Celui des Paraliens, que dirigeait Mégaclès, fils d'Alcméon, et qui semblait s'attacher surtout à donner le pouvoir à la classe moyenne. Celui des Pédiéens, qui tendait à l'oligarchie et dont le chef était Lycurgue. Celui des Diacriens, à la tête duquel se trouvait Pisistrate, qui passait pour le plus résolu partisan de la démocratie. Ce 3e parti s'était accru. La misère y avait amené ceux qui avaient été dépouillés de leurs créances, et la crainte ceux que leur naissance aurait dû écarter de la cité. La preuve en est qu'après le renversement de la tyrannie, on fit une révision des registres civiques, parce que beaucoup d'inscrits jouissaient indûment du droit de cité. Chacun de ces partis tirait son nom de la région qu'il cultivait. Chapitre 14. 4. Époque de Pisistrate. Tyrannie de Pisistrate, son premier exil. Pisistrate, qui passait donc pour le plus résolu partisan de la démocratie, et qui s'était illustré dans la guerre contre Mégare, se fit un jour lui-même une blessure, puis il persuada au peuple que c'étaient ses adversaires qu'il avait ainsi maltraité, et qu'il fallait lui donner une garde du corps. La proposition fut faite par Aristion. On lui donna ceux qu'on appela les porte-massues, et, marchant contre le peuple avec leur aide, il prit possession de l'Acropole, 32 ans après l'établissement des lois de Solon, sous l'archontat de Corméas. On rapporte que, lorsque Pisistrate demanda aux gardes du corps, 560 ACN, Solon lui fit opposition, disant « J'aurai plus de perspicacité que les uns et plus de courage que les autres, plus de perspicacité que tous ceux qui ne comprennent pas que Pisistrate prétend à la tyrannie, plus de courage
que ceux qui, sans l'ignorer, se taisent. Comme ces paroles restaient sans effet, il suspendit ses armes au-dessus de sa porte, et dit qu'il avait servi sa patrie aussi longtemps qu'il l'avait pu, il était déjà très vieux, et que c'était au tour des autres d'en faire autant. Mais Solon n'aboutit à rien par ses exhortations. Au reste, Pisistrate, maître du pouvoir, administra la cité moins en tyran qu'en citoyen respectueux de la Constitution. Son pouvoir n'avait pas encore pris de fortes racines quand les partisans de Mégaclès et ceux de Lycurgue s'associèrent pour le chasser. Cela eut lieu 5 ans après le premier établissement de Pisistrate, 555 ACN, et sous l'archontat d'Égésias, 11 ans après, 544 ACN environ. Mégaclès, menacé par ses propres partisans, entra en pourparlers avec lui. Il lui imposa comme condition d'épouser sa fille et le fit rentrer par un artifice digne des anciens temps et d'une extrême simplicité. Il fit courir le bruit qu'Athéna allait ramener Pisistrate. Puis, ayant découvert une femme grande et belle, originaire du dème de Paeania, suivant Hérodote, marchande de couronnes d'origine thrace, du quartier de Colytos selon d'autres, et nommée Phiée, il la costuma en Athéna et la fit entrer dans la ville avec Pisistrate. Celui-ci fit son entrée sur un char, ayant cette femme à ses côtés, et les habitants prosternés les reçurent avec une pieuse admiration. Chapitre 15. Pisistrate, suite. Second exil et second retour de Pisistrate. Ainsi s'accomplit son premier retour. Dans la suite, exactement 6 ans après, il dut s'exiler de nouveau, 538 ACN. Il lui fut en effet impossible de tenir longtemps. N'ayant pas voulu s'unir avec la fille de Mégaclès, il craignit les deux parties opposées et se déroba par la fuite. Il s'établit d'abord sur le golfe Thermaïque, à l'endroit nommé Rhaékelos, et passa ensuite dans la région qui s'étend autour du mont Pangée. C'est de là qu'après avoir amassé de l'argent et pris des hommes à sa solde, il partit pour Érétrie, 528 ACN environ, 10 ans après sa fuite d'Athènes, et essaya alors, pour la première fois, d'employer la violence pour recouvrer le pouvoir. Parmi tous ceux qui l'aidèrent dans son entreprise, les plus zélés furent les Thébains, Lygdamis de Naxos, et aussi les cavaliers qui tenaient le pouvoir à Érétrie. Vainqueur auprès du temple de Palénée, il s'empara du pouvoir et sut maintenir solidement sa tyrannie après avoir enlevé ses armes au peuple. Il se rendit aussi à Naxos et y installa Lygdamis. Voici comment il s'y prit pour enlever ses armes au peuple, après avoir passé une revue dans l'enceinte de l'Anachéon. Il fit mine d'y haranguer le peuple et s'efforça de parler à voix basse. Comme les assistants disaient qu'ils n'entendaient rien, il les invita à monter à l'entrée de l'acropole pour que sa voix portât mieux. Pendant qu'il était occupé à haranguer le peuple, des hommes, qui en avaient reçu l'ordre, enlevèrent toutes les armes et les enfermèrent dans les édifices situés près du Théséon. Ils revinrent ensuite près de Pisistrate qui achevait son discours et l'avertirent. Pisistrate conta ce qui venait de se passer au sujet des armes, ajoutant qu'il ne fallait ni s'en étonner ni se laisser abattre, qu'une fois de retour chez eux, ils n'avaient qu'à s'occuper de leurs propres affaires, qu'à lui seul incombait le soin de toutes les affaires publiques.
Chapitre 16. Pisistrate, suite. Caractère de son gouvernement. C'est ainsi qu'au début fut établie la tyrannie de Pisistrate, et ce furent là ses vicissitudes. Pisistrate, comme nous l'avons dit, gouverna la cité moins en tyran qu'en citoyen respectueux de la Constitution. Il avait l'abord facile et plein de douceur, et se montrait indulgent à toutes les fautes. Il faisait aux pauvres, pour l'exploitation de leurs terres, des avances d'argent qui leur permettaient de ne pas interrompre leurs travaux de culture. Il agissait ainsi pour deux raisons. Il voulait qu'au lieu de vivre à la ville, ils fussent dispersés dans la campagne, et que parvenant à l'aisance et préoccupés de leurs seuls intérêts, ils n'eussent ni le désir ni le loisir de s'occuper des affaires publiques. En même temps, plus on cultivait la terre, plus ses propres revenus s'accroissaient, car Pisistrate percevait la dîme des fruits. Pour toutes ces raisons, il établit les juges d'édème, et lui-même sortait souvent dans la campagne pour se rendre compte des choses et régler les différends, afin qu'on n'eût pas à négliger les champs pour venir à la ville. C'est dans une de ces tournées qu'il arriva à Pisistrate cette aventure bien connue. Il vit, dans la région de l'Hymette, un paysan qui cultivait le champ appelé depuis le champ franc. Le bonhomme ne remuait que des cailloux, et Pisistrate, surpris, fit demander par son esclave ce qu'on retirait du champ. « Dieu, que maux et peines, répondit le paysan, et encore, faut-il que Pisistrate en prélève la dîme. Il avait répondu sans connaître Pisistrate. Mais celui-ci, charmé de cette franchise en même temps que de cette ardeur au travail, l'exempta de tout impôt. Pas une des mesures de son gouvernement ne fut vexatoire pour le peuple. Il prépara toujours la paix et sut maintenir le calme à l'intérieur de la cité. De là l'expression proverbiale qu'on répète souvent dans la suite. Vivre sous la tyrannie de Pisistrate, c'était vivre du temps de Cronos. Ce n'est en effet que plus tard, et par les excès de ses fils, que la tyrannie devint de jour en jour plus dure. Ce qu'on louait le plus en lui, c'étaient ses manières, qui dénotaient un ami du peuple, et sa bienveillance. D'ailleurs, en toute son administration, il se conforma aux lois, sans s'arroger aucune prérogative. Appelé un jour à comparaître devant l'aréopage comme prévenu de meurtre, il se présenta lui-même en homme prêt à se défendre. Ce fut l'accusateur, effrayé, qui fit défaut. Voilà pourquoi sa tyrannie dura longtemps, et pourquoi, après chacune de ses chutes, il n'eut pas de peine à ressaisir le pouvoir. Il avait en effet pour lui le bon vouloir de la plupart des nobles, et des gens du parti populaire. Également bien disposé pour les uns et pour les autres, il gagnait les uns par ses relations d'amitié, les autres par des services personnels. Les lois des Athéniens sur la tyrannie étaient alors peu sévères, celles surtout qui visaient les entreprises des tyrans et dont voici le texte. Les lois athéniennes établies par nos pères portent que quiconque aspire à la tyrannie ou forme un complot pour l'établir sera frappé d'athymie dans sa personne et dans sa race. Chapitre 17. Pisistrate, fin. Mort de Pisistrate, ses fils. Pisistrate vieillit dans l'exercice du pouvoir et mourut de maladie sous l'archontat de Philonéos, 527 ACN. Depuis qu'il avait établi pour la première fois sa tyrannie, il avait vécu 33 ans. Il en avait passé 19 au pouvoir et le reste en exil. Aussi
est-il manifestement déraisonnable de dire que Pisistrate fut aimé par Solon, et qu'il commandait dans la guerre engagée contre les Mégariens au sujet de Salamine. L'âge de l'un et de l'autre rend cette assertion inadmissible. On n'a qu'à rapprocher l'époque de leur vie et la date de leur mort. Après la mort de Pisistrate, ses fils prirent le pouvoir et continuèrent à l'exercer de la même manière. De son union légitime avec une femme d'Athènes, Pisistrate avait eu 2 fils, Hippias et Hipparque. D'une femme d'Argos, il en avait eu 2 autres, Iophon et Hégésistratos. Ce dernier était surnommé Tétalos. Pisistrate avait en effet épousé une femme d'Argos, la fille d'un citoyen de cette ville nommé Gorgilos. Elle s'appelait Timonassa et avait été la femme d'Archinos d'Ambracie, de la famille des Kypsélides. De ce second mariage de Pisistrate était résultée une alliance avec les Argiens. 1000 d'entre eux, qu'avait amené Hégésistratos, prirent part à la bataille livrée près du temple de Pallénée. Le mariage avait été contracté selon les uns pendant le premier exil de Pisistrate, selon les autres pendant qu'il était au pouvoir. Chapitre 18. Les Pisistratides. Complot d'Harmodios et d'Aristogiton. Le pouvoir revint par droit de naissance et d'aînesse à Hipparque et à Hippias. Hippias l'aîné, ayant naturellement le goût des affaires publiques et d'un caractère sérieux, prit en main le gouvernement. Hipparque était d'un caractère jeune, amoureux, ami des muses. Ce fut lui qui appela à Athènes Anacréon, Simonide et les autres poètes. Tétalos, beaucoup plus jeune, avait une conduite hardie et violente. C'est lui qui fut l'origine de tout leur malheur. Il s'éprit d'Harmodios et ne fut point payé de retour. Au lieu de contenir sa nature violente, il laissa paraître son ressentiment, surtout dans cette dernière occasion. La sœur d'Harmodios devait être Canéphore au Panathénée. Il l'en empêcha, en traitant outrageusement Harmodios de débauché. Exaspérés, Harmodios et Aristogiton s'unirent avec un grand nombre de citoyens pour tenter ce que l'on sait. Le jour de la fête venu, ils épiaient à l'acropole Hippias, qui s'apprêtait à recevoir la procession qu'Hipparque ordonnait dans la cité, quand ils virent un de leurs complices s'entretenir familièrement avec Hippias. Se croyant trahis, et voulant frapper au moins un coup avant d'être pris, ils s'élancèrent, seuls tous les deux, trop tôt, rencontrèrent Hipparque près du Léocoréon, où il organisait la procession, et le tuèrent. Ainsi, par leur faute, échoua toute l'entreprise. Harmodios périt aussitôt tué par les gardes. Aristogiton prit seulement plus tard, subit, avant de mourir, une longue torture. Au milieu des tourments, il accusa beaucoup d'hommes de naissance illustre et amis des tyrans. Ceux-ci ne purent sur le moment saisir aucune trace du complot. Et il est faux que, comme on l'a dit, Hippias ait fait enlever leurs armes aux gens de la procession, et ainsi pris sur le fait ceux qui portaient des poignards, car alors la procession ne se faisait pas en armes. C'est plus tard que cet usage fut établi par la démocratie. Pour Harmodios, disent les partisans de la démocratie, s'il accusait ainsi les amis des tyrans, c'était à dessein, pour faire commettre à ceux-ci une impiété, et les affaiblir par l'exécution d'innocents qui étaient leurs amis. Selon d'autres, il n'inventait rien, et dénonçait réellement ses complices. À la fin, comme tous ses efforts ne pouvaient lui procurer la mort,
il annonça qu'il allait dénoncer encore beaucoup d'autres complices, et persuada Ahipias de lui donner la main en signe de sa foi. Quand il l'atteint, il insulta le tyran qui donnait la main au meurtrier de son frère, et l'exaspéra au point que, de colère, celui-ci ne se contint plus, tira son épée et le tua. Chapitre 19. Les Pisistratides, fin. Tyrannie d'Hippias, sa chute. Dès lors, sa tyrannie devint de plus en plus dure. Pour venger son frère, il mit à mort nombre de citoyens, en chassa beaucoup d'autres. Tous le prirent en défiance et en haine. 511 ACN. 3 ans après le meurtre d'Hipparque, ne se sentant plus en sûreté dans la ville, il entreprit de fortifier Munichie, où il comptait s'établir. Les travaux étaient commencés quand il fut chassé par Cléomène, roi de Sparte. Les oracles avaient toujours dit qu'il appartiendrait aux Lacédémoniens de renverser la tyrannie. Et voici comment. Les proscrits, à la tête desquels étaient les Alcméonides, ne pouvaient point, avec leur seule force, parvenir à rentrer. Ils échouaient toujours. Toutes leurs tentatives avaient été vaines. Ils avaient, par exemple, fortifié l'Epsidrion, au-delà du Parnès, et quelques Athéniens étaient venus de la ville s'y joindre à eux. Mais les tyrans les y assiégèrent et les en délogèrent, et c'est en souvenir de cet échec que longtemps après on chantait encore dans les scolies « Maudit l'Epsidrion, traître aux amis. Quels hommes tu as fait périr, braves au combat et de noble race, qui prouvèrent alors de quel père ils étaient les fils. » C'est après avoir échoué dans tous leurs desseins qu'ils passèrent marché pour la reconstruction du temple de Delphes, ce qui leur permit, avec les grandes richesses dont ils disposaient, de s'assurer l'alliance de Sparte. Toutes les fois, en effet, qu'un Lacédémonien venait consulter l'oracle, la Pythie lui enjoignait de délivrer Athènes. Elle finit par décider les Spartiates, en dépit des liens d'hospitalité qui les unissaient aux Pisistratides. Aussi bien les relations d'amitié des Pisistratides avec les Argiens ne contribuèrent pas peu à pousser les Lacédémoniens. Ils envoyèrent donc, par mer, une première armée commandée par Anchimolos. Mais le Thessalien Kinéas vint avec 1000 cavaliers au secours des Pisistratides, et Anchimolos fut vaincu et tué. Irrités de cet échec, les Lacédémoniens envoyèrent le roi Cléomène avec une armée plus forte et par terre. Les cavaliers thessaliens s'opposèrent en vain à l'entrée de ces troupes en Attique. Cléomène les défit, enferma Hippias dans l'enceinte appelée Pélargicon, et l'y assiégea avec l'aide des Athéniens. Cléomène était encore là quand les fils des Pisistratides qui cherchaient à s'enfuir furent faits prisonniers. Les tyrans traitèrent aussitôt à la condition que leurs enfants auraient la vie sauve. Ils prirent 5 jours pour enlever tout ce qui leur appartenait, puis ils livrèrent l'acropole aux Athéniens sous l'archontat d'Arpagides 511 ACN. Il y avait juste 17 ans depuis la mort de leur père qu'ils exerçaient la tyrannie. En tout, c'est-à-dire en comptant les années de Pisistrate, la tyrannie avait duré 49 ans. Chapitre 20. État des parties après l'expulsion des tyrans. Aussitôt après le renversement de la tyrannie, éclata la rivalité d'Isagoras, fils de Déisandros et ami des tyrans et de Clystène, de la famille des Alcméonides. Impuissant contre les associations politiques, celui-ci se concilia le peuple,
en s'efforçant de donner le gouvernement au plus grand nombre, et son influence l'emporta sur celle de son rival. Alors, Isagoras appela de nouveau Cléomène, qui avait avec lui des relations d'hospitalité, et lui persuada de chasser la souillure. On croyait encore que les Alcméonides en étaient entachés. Clystène se déroba par la fuite, suivi d'un petit nombre d'hommes, et Cléomène exila 700 familles athéniennes. Il essaya alors de dissoudre le conseil et de donner le pouvoir à Isagoras et à 300 de ses amis. Mais le conseil résista, le peuple rassembla ses forces, et Cléomène, Isagoras et leurs partisans durent se réfugier dans l'acropole. Le peuple l'investit et l'assiégea 2 jours durant. Le 3e, il laissa sortir, en vertu d'une trêve, Cléomène et tous ses partisans. En même temps, il rappela Clystène et les proscrit. Quand le peuple eut ainsi repris le pouvoir, il se laissa diriger par Clystène, digne chef du parti populaire. En effet, c'était surtout aux Alcméonides qu'on devait l'expulsion des tyrans, et ils avaient constamment entretenu les troubles. Déjà, avant les Alcméonides, Chédon avait fait une tentative contre les tyrans. Aussi chantait-on en son honneur dans les chansons à boire. Verse aussi en l'honneur de Chédon, esclave, et garde-toi de l'oublier, si tu dois verser une rasade en l'honneur de tous les braves.